Le gouvernement rassure de tout mettre en œuvre pour rétablir l'ordre, la sécurité et l'intégrité du territoire national après la progression de l'armée rwandaise appuyée par ses supplétifs du M23 à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu. Kinshasa considère que cette offensive constitue une violation de la part du Rwanda des résolutions de Dar es Salaam aux appels de cessez-le-feu de la communauté internationale. Face à cette situation, la cohésion en interne demeure une arme efficace pour contrer ces manœuvres. Malheureusement, les violents ne s'accordent pas autour de l'initiative des évêques catholiques et protestants. Alors que le combat s'enrage à l'est de la République démocratique du Congo, la scène politique congolaise demeure profondément divisée. Les appels au dialogue se multiplient, tant à l'échelle régionale qu'internationale, mais la classe politique semble toujours incapable de se rassembler autour d'un objectif commun, la défense de la nation. Depuis plusieurs mois, la communauté internationale exhorte les autorités congolaises à privilégier la voie du dialogue pour résoudre la crise sécuritaire à l'est du pays. João Lourenço, président angolais médiateur désigné par la conférence internationale sur la région de Grand Lac, plaide pour les négociations. As autoridades congolesas têm consciência, e nós temos dito, temos aconselhado o presidente Tshisekedi da necessidade de conversar com todas as partes em conflito, incluindo o M23, uma vez que eles são cidadãos congoleses. L'EAC Communauté d'Afrique de l'Est et la SADC Communauté de développement de l'Afrique australe soutiennent également cette approche. Pourtant, le président Tshisekedi refuse catégoriquement tout dialogue avec les éléments du M23, mouvement rebelle soutenu par le Rwanda voisin, qu'il considère comme un simple instrument de Kigali. Ce n'est pas une question d'ego, une question d'orgueil ou d'arrogance lorsque nous refusons de parler directement avec le M23. Le M23 a massacré des populations et a bombardé des camps de déplacés où il y avait des femmes et des enfants. Ils ont été massacrés. Donc pour nous, c'est un mouvement terroriste. Et on ne négocie pas, on ne discute pas avec les terroristes. Il y a le processus de Nairobi. Le processus de Nairobi règle la question des groupes armés. Le M23 est un mouvement, j'allais dire, qui est vide de contenu. C'est en fait un supplétif du Rwanda. Le M23 est une sorte de paravent que le Rwanda met, mais en réalité, derrière, c'est l'armée rwandaise et donc le Rwanda qui se bat. Pendant ce temps, la situation militaire se dégrade de plus en plus. L'armée congolaise peine à contenir l'avancée de rebelles et les pertes s'accumulent. Conscientes de la gravité de la situation, les églises catholiques et protestantes ont pris le devant. Le responsable de la conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, et de l'église du Christ au Congo ont multiplié des rencontres avec divers acteurs politiques militaires. À Goma, ils ont rencontré le responsable de l'Alliance de forces congolaises M23. À Kigali, ils se sont entretenus avec les autorités rwandaises dans le cadre de pacte social pour la paix et la sécurité en RDC, dans la région de Grand Lac. Nous sommes convaincus de ce que nous voulons faire et nous savons que la majorité des Congolais ne souhaitent que la paix et le plus vite possible. Et nous sommes convaincus que l'implication de tout le monde, y compris de ceux que nous sommes venus rencontrer ici, est nécessaire pour sortir de cette situation. Avant de se rendre dans l'est du pays, la délégation ecclésiastique avait également consulté plusieurs teneurs de l'opposition, Essidé de Martin Fayoulou, Envol de Délice Sanga et Nouvel Élan d'Adolphe Mouzito. D'autres rencontres sont prévues en Belgique avec Moïse Katumbi, Claudel Loubaya et Jean-Claude Vouemba. Cependant, cette démarche de médiation n'est pas du goût de tout le monde. À Kinshasa, par exemple, deux voix s'élèvent contre cette initiative. L'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS parti au pouvoir rejette fermement cette tentative de dialogue, la qualifiant de traîtrise. Le porte-parole du gouvernement a également affiché son désaccord avec la conférence épiscopale nationale du Congo et l'église du Christ au Congo. D'autres confessions religieuses, notamment les églises de Réveil,
et les communautés musulmanes se tiennent à distance de cette initiative. C'est une initiative qu'ils portent qui n'est qu'à ses débuts. Ils sont allés voir le président les a accueillis et les présidents devraient, le moment venu, réagir à leurs propositions et à leurs démarches parce qu'il est prévu justement qu'on lui fasse le point par rapport à ce qu'ils attendent de lui. L'incapacité de la classe politique congolaise à s'unir face à une menace nationale n'est pas nouvelle et l'histoire nous renseigne. Déjà au lendemain de l'indépendance, Patrice Lumumba se retrouva isolé face aux sécessionnistes du Katanga et du Sud Kasaï. Plus tard, en 1997, le régime de Mobutu chuta faute d'un soutien politique interne unanime contre l'AFDL de Laurent-Désiré Kabila. Dans les années 2000, l'UDPS boycotta le référendum constitutionnel et les élections de 2006, choisissant ainsi la politique de la chaise vide. Lors du dialogue de la Cité de l'Union africaine sous la facilitation d'Edem Kodjo, une partie de l'opposition refusa de participer, exacerbant encore les divisions internes. L'histoire semble donc se répéter. L'intérêt particulier prend toujours le pas sur l'intérêt général. Aujourd'hui, face à l'agression que subit la RDC, la classe politique ne parvient toujours pas à parler d'une seule voix. Le contexte sécuritaire actuel exige pourtant une mobilisation nationale. L'unité politique et sociale pourrait renforcer la position de la RDC face à ses adversaires et aux négociations diplomatiques. Mais en l'absence d'un consensus, la crise risque de s'enliser davantage ici en République démocratique du Congo. La question reste posée. Les acteurs politiques congolais finiront-ils par faire bloc pour défendre la patrie ou continueront-ils à privilégier leurs intérêts partisans au détriment de l'intégrité du pays? Monsieur Mukendi, finalement, l'histoire se répète. Les politiques congolais ne parlent toujours pas le même langage face à des situations existentielles du pays. Oui, monsieur Alain, vous savez que nous sommes la République démocratique du Congo. Dans une démocratie aussi jeune que la nôtre, il est difficile que tous les Congolais parlent le même langage. Très difficile. Le plus important face à des questions existentielles de la République. Oui, malheureusement, c'est le cas chez nous. Le plus important, c'est de voir quel est le côté de la majorité. Qu'est-ce que la majorité de la population dit à propos de la guerre? Moi, par rapport à mon observation, qui n'est pas bien sûr scientifique parce que je n'ai pas de statistiques à main, la majorité de la population congolaise est contre cette agression et cette population est prête à se mettre debout pour faire face à cette guerre. Il faut maintenant que les leaders politiques puissent arriver à parler le même langage. Et même là encore, l'observation que je fais me montre que la majorité des leaders politiques congolais de père et de mère sont contre cette agression et sont prêts à se mettre debout pour appeler leur base, pour appeler la population afin de se mobiliser contre l'agression rwandaise. Malheureusement, ils ne le font pas. Oui, écoute, je sais que Martin Fayoulou, je voulais citer Martin Fayoulou, il a condamné l'agression rwandaise, il a même programmé une marche pour dénoncer la complicité de la communauté internationale, son silence complice. Il y a Denis Mukwege, docteur Denis Mukwege, qui est même intervenu dans les assises internationales pour dénoncer l'agression rwandaise et appeler à des sanctions contre le Rwanda. Il y a Delis Sanga, bien sûr, aussi, qui a parlé et qui a condamné. Donc, la majorité des leaders politiques de l'opposition, comme de la majorité au pouvoir, sont debout contre cette agression. En majorité au pouvoir, Félix Tshisekedi monte 200 et son gouvernement. Il y a aussi le premier vice-président du Sénat, José Kalala, qui se bat à gauche, à droite, pour que notre population arrive à s'approprier la lutte contre cette agression, parce que c'est l'élément qui pourra mettre réellement fin à cette guerre et mettre fin de manière définitive.
Et là, le pacte social, l'initiative des évêques catholiques et protestants, est-ce que c'est la solution magique? À mon avis, non, ça peut contribuer, mais ce n'est pas la solution magique parce que moi, je ne vois pas par quelle magie les travaux que les évêques sont en train de faire va pouvoir amener une solution à la guerre en RDC. Dans ce sens qu'il y a un tout petit peu du méli-mélo dans le travail que l'Église est en train de faire. Au départ, c'était le pacte social pour la paix en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est devenu le pacte social pour la paix dans la région de Grand Lac. Quel est le pouvoir que l'Église congolaise a d'amener la paix dans la région de Grand Lac? Parce qu'à mon sens, au début de leur initiative, l'Église voulait contacter les leaders politiques congolais et les leaders de la société civile afin de faire une cohésion à l'interne afin que l'on puisse avoir la paix. Aujourd'hui, l'Église est allée voir Paul Kagame, je ne sais pas. Mais il fait aussi partie il est élément acteur dans cette crise. On dit que le Rwanda nous attaque. Oui, bien sûr. Le Rwanda nous attaque. Bien sûr. Donc nous voulons faire une cohésion avec le Rwanda parce que moi, dans ma première compréhension, l'Église catholique et protestante avait comme objectif, lorsqu'ils ont vu le président de la République, c'était de créer une cohésion parce que pour eux, il n'y a pas cohésion au niveau du pays. Mais aujourd'hui, ils ont vu le président Kagame, ils projettent de voir des présidents, des responsables de la Belgique, des États-Unis. Je ne sais pas à quoi rhume leur initiative. Parce que quand vous avez plusieurs objectifs, vous risquez de ne pas atteindre un seul. Pour moi, l'Église devait avoir un seul objectif, se battre pour y arriver et évaluer après. Parce qu'au niveau de la communauté internationale et les gouvernements sont en train de travailler pour amener la paix dans le pays sans armes. Vous voyez, donc, nous avons eu, peut-être que nous allons en parler, nous avons eu le sommet conjoint EAC-SADC, nous avons le processus de Nairobi, on a le processus de Luanda, le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, ils ont vu le Conseil de sécurité des Nations Unies, ils ont vu le Conseil européen, ils ont vu les représentants du président Trump. Tout ça, ce sont les initiatives déjà au niveau de la communauté internationale. Mais je ne vois pas pourquoi l'Église va quitter le niveau national pour aller au niveau régional, aller au niveau international. Bon, je ne sais pas leur agenda, je ne donne pas moi beaucoup de chance à ça.